Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite sur les mécanismes théoriques pour la stabilisation de la bulle. Pour les nouveaux arrivants, en tout cas, bienvenue. N'hésitez pas à aller dans les premiers épisodes de la playlist des Wardrive pour regarder certains éléments de langage que je peux dire en fait tout au long de cette vidéo pour que vous ayez une meilleure compréhension. Donc il vaut mieux se taper, on va dire, tous les premiers épisodes pour comprendre un petit peu là où on en est à ce moment-là. Donc sans plus tarder, on va commencer, on va pas perdre de temps et on fera un petit peu de publicité et un petit peu de divergence à la fin de cet épisode. On va parler d'autre chose, vous allez le voir. Donc parlons de la stabilisation de la bulle de distorsion, donc, ou la bulle de warp, la bulle warp, comme on peut dire. C'est un sujet de grande complexité en fait théorique, qui s'inscrit dans le cadre des recherches sur la propulsion supraluminique. Et c'est un concept, donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, encore largement hypothétique, mais passionnant. Ce processus, en fait, il repose donc sur les principes de la relativité générale et qui nécessiterait en fait des avancées significatives en physique pour être réalisées. Donc là, je vais essayer de faire une petite explication un peu détaillée des mécanismes théoriques sur lesquels on pourrait envisager vraiment une parfaite stabilisation d'une bulle warp. Donc il y a 5 points que j'ai retenus, 5 grands points qu'on va détailler ensemble, et il y aura une belle conclusion par la suite. Donc tout d'abord, on va rappeler un peu ce que c'est le concept de bulle warp. Alors, la notion de bulle warp, en fait, elle a été théorisée donc, pour la première fois par le physicien mexicain Miguel Alcubierre, donc en 1994. Et cette idée, elle propose un mécanisme qui, bien qu'hypothétique, qu'on se le rappelle, pourrait permettre à un vaisseau spatial de voyager à des vitesses supérieures à celles de la lumière et sans contredire directement les principes de la relativité restreinte d'Einstein. Donc le concept, en fait, il repose sur une manipulation spécifique de l'espace-temps autour du vaisseau. Maintenant, vous allez voir, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on va parler maintenant de la formation et de la structure de la bulle warp. On va pas non plus rentrer trop dans le détail, mais on va quand même détailler un petit peu. La bulle warp, en fait, selon Alcubierre, donc elle fonctionnerait en contractant l'espace devant le vaisseau et en l'étendant derrière lui. Donc cette méthode elle permet de créer une région de l'espace-temps qui est déformée, donc un couloir en fait localisé où le vaisseau se situerait. Et la contraction de l'espace devant le vaisseau, il réduirait en fait la distance à parcourir vers la destination envisagée, tandis que l'expansion derrière lui allongerait l'espace vers son point de départ et effectivement propulsant le vaisseau à travers l'espace à une vitesse qui est effectivement supérieure à celle de la lumière. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Ensuite, on va parler de la dynamique de la distorsion. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est que en gros, le processus de contraction et d'expansion de l'espace-temps, eh bien ça ne nécessiterait pas en fait, que le vaisseau lui-même se déplace à des vitesses relativistes. En fait, au lieu de cela, la bulle warp, en fait, elle transporte le vaisseau en modifiant l'espace qui est autour de lui, et cela signifie que le vaisseau, en fait, et tout ce qu'il contient, eh bien, il va pas subir les effets délétères du voyage à grande vitesse, tels que la dilatation temporelle extrême, ou les forces G, par exemple, qui sont extrêmement considérables, et qui seraient autrement inévitables à des vitesses relativistes. Vous voyez, on parle un peu technique. Maintenant, on va parler aussi de la modulation des lois physiques, puisque l'un des aspects les plus révolutionnaires de cette théorie, c'est la suggestion en fait que les lois habituelles de la physique, elles pourraient être modulées ou contournées en fait à l'intérieur de la bulle, et cela est en fait, elle est due en fait à la nature
exceptionnelle de la déformation de l'espace-temps que crée en fait cette bulle. Donc en théorie, à l'intérieur de la bulle, les règles standards de la dynamique et de la relativité, elles pourraient ne pas s'appliquer de manière habituelle. Et ça permettrait donc des phénomènes qui seraient impossibles dans un espace non modifié. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ensuite, on va voir les implications techniques et théoriques. Ça aussi, ça mériterait d'être encore plus poussé, mais on ne peut pas tout faire. Donc maintenant, on va parler des implications techniques et théoriques. Donc justement, pour créer en fait une telle bulle de warp, et du coup, en fait, il serait nécessaire d'utiliser donc une forme d'énergie, comme je l'ai dit très souvent, hein, ou de matière encore inconnue avec des propriétés inhabituelles, notamment une densité d'énergie négative. Et cela pose donc un défi qui est majeur, parce que, en gros, une telle matière, elle n'a pas encore été observée, hein, donc expérimentalement, en fait, et sa théorisation, elle repose largement en fait sur des extensions spéculatives de la théorie quantique et de la relativité. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est spéculatif. Voilà. Mais la capacité en fait de moduler l'espace-temps de cette manière, ça permettrait d'ouvrir des possibilités stupéfiantes pour le voyage interstellaire, et ça permet aussi potentiellement de traverser des distances astronomiques en peu de temps et sans les contraintes énergétiques prohibitives en fait, hein, des méthodes de propulsion conventionnelles, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc vous voyez que le concept de bulle warp en fait, d'Alcubierre, eh bien, ça demeure en fait une fascinante conjecture scientifique, parce que bien qu'il n'existe pas encore de moyens pratiques ou technologiques de réaliser ou de tester en fait de telles hypothèses, hein, comme on peut le dire, ça continue quand même de stimuler en fait les discussions, les recherches dans la communauté scientifique, et ça représente un horizon lointain de ce que pourrait un jour permettre l'avancement de la physique. Voilà. On va arriver sur le point 2, vous allez voir, je vous l'ai dit, c'est conséquent comme épisode, il y a beaucoup de choses à retenir. On va parler maintenant d'énergie exotique et de densité d'énergie négative. Parce que le concept d'une bulle de distorsion warp, ça repose en fait non seulement sur une manipulation avancée de l'espace-temps, mais aussi sur l'utilisation d'une forme d'énergie qui est particulièrement atypique, qu'on appelle l'énergie exotique, hein, avec une densité d'énergie négative. Et ce type d'énergie, en fait, c'est essentiel pour la réalisation théorique d'une propulsion supraluminique selon les principes de la relativité générale. Donc ça demande plusieurs petits points que je vous ai mis en avant. Vous avez par exemple la nature de l'énergie exotique. Donc l'énergie exotique, c'est une hypothèse théorique, hein, qui propose l'existence d'une forme d'énergie qui diffère en fait radicalement des formes d'énergie conventionnelles, et contrairement au type d'énergie familière, qui possède d'ailleurs une densité d'énergie positive et qui exerce une pression positive, eh bien l'énergie exotique, elle se caractériserait par une densité d'énergie négative, et cela signifie que son influence sur l'espace-temps serait inverse à celle observée à la matière et à l'énergie ordinaire. Donc en gros, si vous avez un gant ultra perfectionné qui utilise en fait l'énergie positive pour amplifier son mouvement, quand tu vas donner ton coup de poing avec ce gant, il va donner un super coup de poing de l'espace, et donc ça va aller de l'avant. Mais si tu fais le même gant mais avec de l'énergie négative qui utilise l'énergie exotique, eh bien le sens sera contraire en fait à la force que tu vas donner. Donc si tu tapes vers l'avant, ça va aller vers l'arrière. Donc c'est toi qui vas te prendre le coup. C'est un peu comme ça que je le vois. Bien, revenons à notre article. Ensuite, nous avons le deuxième petit point, c'est le rôle dans la stabilisation de la bulle warp. Parce que pour créer une bulle, pour qu'il puisse fonctionner, hein, elle doit non seulement être créée, mais aussi maintenue, hein, qu'il soit stable contre les perturbations naturelles, et telles que d'ailleurs les forces de marée gravitationnelles. Et ces forces, sans contrôle, en fait, elles pourraient théoriquement rapidement déstabiliser ou dissoudre la bulle. Donc l'énergie exotique, avec sa pression négative, elle pourrait théoriquement fournir le contrebalancement nécessaire pour tenir la structure de la bulle warp en place, agissant un peu comme un support structurel à l'échelle cosmique. Hein, d'accord ? Ensuite, voyons le troisième point.
c'est les défis scientifiques et technologiques. Parce que la production et le maintien d'une densité d'énergie négative, ça soulève en fait des défis en fait qui sont immenses. Parce que selon la théorie de la relativité, manipuler l'énergie de cette manière, en fait, ça nécessiterait des technologies et des connaissances scientifiques qui dépassent déjà, premièrement, notre capacité actuelle. De plus, la densité d'énergie négative, bien que permise théoriquement par certaines interprétations en fait, de la mécanique quantique, n'a jamais encore été observée dans des conditions naturelles ou expérimentales incontrôlées ou contrôlées. Et je pourrais rajouter aussi que, comme je l'ai dit très souvent dans ces podcasts de Wardrive, l'énergie pour créer une bulle warp, il faut l'énergie d'une planète entière, et presque de la taille de Jupiter. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas prêt. Donc ça demande, pour ce dernier petit point, du point numéro 2, c'est les implications pour la recherche future. Parce que la recherche sur l'énergie exotique et sur les densités d'énergie négative, ça pourrait ouvrir déjà des nouvelles voies, non seulement pour le voyage spatial, mais aussi pour notre compréhension de l'univers lui-même. Et si de telles propriétés énergétiques étaient réalisables, on ne sait jamais, ça pourrait être possible bientôt, eh bien ça pourrait permettre des avancées révolutionnaires dans de nombreux domaines de la physique, et notamment en gravité quantique, en cosmologie, puis dans les technologies énergétiques avancées. Ça coule de source. Vous voyez que bien que l'utilisation de l'énergie exotique pour stabiliser la bulle warp, ça reste pour l'instant, on est d'accord, une pure spéculation, mais son exploration, elle continue de stimuler des recherches fondamentales en physique théorique, et ça promet potentiellement des découvertes transformant radicalement notre manière de voir et d'interagir avec le tissu même de la réalité. Vous voyez ? C'est très intéressant. On va continuer sur le point numéro 3, donc sur le contrôle dynamique de la géométrie de la bulle. Et vous allez voir que ça aussi, c'est passionnant. Puisque la capacité à contrôler dynamiquement la géométrie d'une bulle warp, eh bien, c'est crucial pour la viabilité pratique de ce voyage supraluminique, selon les modèles d'Alcubierre. Et ce contrôle, en fait, il implique donc une gestion précise et réactive de la forme et de la taille de la bulle pour s'adapter aux variables changeantes de l'espace-temps environnant. Alors la bulle ne deviendra pas triangulaire ou rectangulaire, ça sera toujours une bulle. Mais la forme et on va dire le diamètre qu'elle pourrait avoir, la puissance qu'elle pourrait avoir, l'interactivité qu'elle pourrait avoir, ça pourrait jouer. Voilà. En gros, pour le contrôle donc dynamique de cette bulle warp, donc ça requiert donc une modulation active de sa géométrie, et cela signifie en fait d'ajuster de manière continue en fait la courbure de l'espace-temps autour du vaisseau pour optimiser la stabilité et l'efficacité du voyage. Et donc par exemple, si un obstacle tel qu'un champ gravitationnel imprévu qui est détecté par exemple sur la trajectoire, eh bien la bulle, elle doit pouvoir se modifier pour éviter et minimiser l'impact de ce dernier. Et de même, en fait, il y a des ajustements en fait, qui vont être faits automatiquement via l'IA, qui peuvent être nécessaires pour compenser en fait, les perturbations internes qui sont causées par les variations de l'énergie utilisées donc, pour maintenir la bulle. Donc vous allez voir, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet, ça va être passionnant. On va parler des technologies requises pour le contrôle dynamique de cette fameuse bulle warp, et vous allez voir qu'on va continuer dans les détails. Donc pour réaliser donc un tel contrôle, il y a plusieurs technologies avancées qui seraient nécessaires et que je vais vous présenter. Il y en a 3 que je vais vous présenter, vous allez voir. On a les capteurs spatio-temporels. Donc en fait, c'est des dispositifs qui sont capables de mesurer avec une précision extrême les fluctuations de l'espace-temps autour de la bulle. Et ces capteurs, en fait, ils devraient être capables de détecter en fait des variations minuscules dans la structure de l'espace et potentiellement à l'échelle quantique. Ensuite, on a le deuxième point, c'est la deuxième technologie, c'est les systèmes de réponse rapide. Parce que ça, en fait, c'est des mécanismes en fait, qui sont capables d'ajuster instantanément la distorsion spatiale en réponse aux données recueillies par les capteurs.
Donc les capteurs, ils vont recueillir donc les fameuses données de leur position et de leur espace environnant, et ils vont s'ajuster donc via des mécanismes pour s'adapter correctement. Et donc ces systèmes, bien sûr, ils pourraient reposer donc sur des technologies telles que l'intelligence artificielle, comme je vous ai déjà dit, ou le calcul quantique. Donc ça, c'est les fameux PC du futur, hein, les PC quantiques. Donc en gros, le calcul quantique, il pourrait analyser et prendre des décisions en une fraction de seconde. Voilà, pour vous la faire court. Et le troisième point, c'est les algorithmes de prédiction avancés. Donc ça, en gros, c'est des programmes qui sont sophistiqués et qui sont capables de prédire en fait les changements dans l'environnement, qui est spatial, et qui est basé en fait sur des modèles de données historiques, et puis qui est en temps réel aussi. Donc du coup, ces algorithmes, en fait, ils aideraient en fait à anticiper les besoins de modification, en fait, comment il va façonner en fait la bulle de distorsion avant que les conditions changeantes n'affectent le vaisseau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il va prédire un peu les événements et il va faire ça bien. Il va vous créer une belle bulle. Voilà, je vous l'ai dit, c'est conséquent. On va continuer sur les défis et les implications de cette recherche. Donc le développement de telles technologies, en fait, ça pose d'énormes défis, hein, donc non seulement en termes de conception et d'ingénierie, mais aussi en termes de théorie physique fondamentale. Parce que par exemple, vous avez la mesure précise en fait des propriétés spatio-temporelles à une échelle aussi fine, eh bien ça nécessiterait des avancées significatives dans notre compréhension de la physique quantique et de la relativité générale. Et de plus, le contrôle dynamique de la géométrie en fait d'une bulle warp, ça soulève aussi des questions sur les limites de la technologie et de l'automatisation en fait. On va utiliser l'IA pour ça. Donc la nécessité en fait de réponses quasi instantanées, elle pourrait nécessiter des systèmes d'IA extrêmement avancés qui sont capables en fait de fonctionner avec une autonomie qui est presque totale, hein, en fait, en raison des délais de communication qui sont inhérents en fait aux distances astronomiques impliquées. Petite conclusion sur ce point 3, en gros, ce contrôle dynamique de la géométrie de la bulle warp, ça représente un domaine de la recherche qui est prometteur, hein, ça c'est clair, c'est indéniable, mais extrêmement complexe. Et ça, il faut le prendre en compte. Et situé d'ailleurs à l'intersection de la physique théorique et de l'ingénierie avancée et de l'informatique, les progrès dans ce domaine en fait pourraient non seulement rendre le voyage supraluminique faisable, mais aussi ouvrir des voies qui sont nouvelles, hein, pour la manipulation de l'espace-temps à des fins scientifiques et technologiques. Donc vous voyez, ça reste quand même très passionnant, il y a encore beaucoup de choses à parler. On va parler pour le point numéro 4 des protections contre les perturbations extérieures. Et vous allez voir que ça aussi c'est super intéressant. La création en fait et la stabilisation en fait de la bulle warp, hein, elle ne concerne pas seulement la manipulation de l'espace-temps, mais elle exige également une protection efficace contre les perturbations externes. Et ces perturbations, en fait, elles pourraient provenir de diverses sources naturelles de l'espace, telles que les corps célestes, les champs magnétiques interstellaires ou les rayonnements cosmiques qui pourraient potentiellement perturber ou endommager la structure de la bulle warp. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur la nature des perturbations externes et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. En gros, vous avez les perturbations externes dans l'espace qui pourraient varier grandement en fait en type et en intensité. Je veux dire par là que vous avez par exemple les corps célestes. Donc ce qui concerne les planètes, les astéroïdes, les comètes peuvent générer des champs gravitationnels qui influencent la géométrie locale de l'espace-temps, perturbant ainsi la bulle warp. Ensuite, vous avez les champs magnétiques interstellaires. Et ces champs, en fait, ils peuvent interagir avec les champs électromagnétiques que pourrait générer une bulle warp. Et donc, du coup, ça entraînerait des modifications qui sont non désirées de sa structure. Puis, vous avez, pour le dernier point que j'ai retenu, le rayonnement cosmique. Il peut y en avoir d'autres, mais j'en ai retenu que 3. Et c'est des particules de haute énergie qui traversent l'espace et qui peuvent frapper la bulle
et possiblement en fait provoquer des interférences ou des dommages même au niveau microscopique du vaisseau. Mais au-delà de ça, nous avons des stratégies de protection. Et ça, on va en parler, j'en ai retenu 3, mais pour contrecarrer en fait ces risques, il y a plusieurs stratégies en fait de protection qui peuvent être envisagées pour protéger cette bulle warp et qui impliquent en fait des technologies qui sont avancées, hein, et puis des principes physiques complexes. Donc vous avez par exemple le bouclier gravitationnel qui utilise en fait des dispositifs qui génèrent donc un champ gravitationnel contrôlé pour neutraliser les effets de champ gravitationnel externe. Et donc c'est par redondance, on va dire que ça protège, c'est redondant en fait, je pense que c'est le bon mot. Et ces dispositifs, en fait, ils peuvent théoriquement en fait ajuster la distorsion de l'espace-temps autour de la bulle warp pour du coup justement compenser en fait les perturbations induites par les corps célestes qui seraient environnants. Ensuite, on a les boucliers électromagnétiques. Et du coup, pour déployer en fait des champs électromagnétiques conçus pour protéger la bulle, donc contre les champs magnétiques qui seraient interstellaires, eh bien ces boucliers en fait pourraient être configurés pour réagir dynamiquement au changement dans l'environnement magnétique externe, d'accord, pour préserver en fait ainsi l'intégralité de la bulle. Je pourrais rentrer dans le détail un peu plus, mais elle va durer assez longtemps la vidéo, j'ai pas le temps. On pourrait rentrer un peu plus dans le détail plus tard, peut-être on verra dans le sommaire, peut-être que c'est un peu plus détaillé. Et le troisième système, donc la troisième stratégie, c'est un système d'amortissement, de rayonnement, comme je l'appelle, qui met en fait en place des mécanismes qui sont capables d'absorber ou de dévier le rayonnement cosmique de haute énergie. Et cela pourrait inclure des technologies de matériaux avancés ou des champs protecteurs en fait, qui sont spécialement conçus pour intercepter et neutraliser ces particules énergétiques. Donc vous voyez bien que ça demande des défis et des perspectives pour ce point-ci. Et donc pour développer de tels systèmes en fait, de protection, justement c'est un immense défi, hein, je pense que vous l'avez bien compris, et ça nécessite en fait des innovations en physique et puis en ingénierie. Et donc vous voyez bien que les boucliers gravitationnels et électromagnétiques, par exemple, demanderaient justement une compréhension plus profonde des interactions fondamentales des champs à grande échelle. Et ça, c'est un grand problème pour l'instant, on n'est pas encore prêt. Et de plus, la viabilité en fait, de ces technologies, elle doit être évaluée non seulement en termes de performance, mais aussi de faisabilité énergétique. Et il faut l'énergie pour faire ça. Donc ça requiert probablement des quantités qui sont significativement énormes d'énergie pour fonctionner efficacement. Donc on va faire un petit point donc, sur ce point 4. En gros, vous voyez bien que les protections contre les perturbations externes, déjà c'est crucial hein, pour la stabilité et la sécurité d'une bulle warp, mais tandis que les théories qui sont actuelles hein, et les technologies qui émergent petit à petit, bien sûr ça peut offrir des pistes prometteuses et beaucoup reste à explorer et puis à développer dans ce domaine pour rendre le voyage warp une réalité pratique et sûre, mais on n'est toujours pas prêt et cette recherche elle continuera bien sûr de pousser les limites de notre technologie et de notre compréhension de l'univers. Et ça vous voyez bien que c'est une boucle sans fin, ça ne s'arrête jamais. On va essayer de finir un peu sur le point numéro 5, donc on va parler des résonances et des cohérences quantiques. Donc c'est un peu plus poussé, je reconnais qu'on va parler de certains termes techniques qu'on n'a pas parlé dans les épisodes précédents, mais je pense que il me semble que dans les épisodes qui vont suivre, on risque d'y revenir. Donc on va laisser l'épisode comme ça, je vais continuer, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail plus tard. Donc en gros, la stabilisation du bulle warp pour la résonance et la cohérence quantique, hein, que représente en fait un champ d'étude. En fait, pour la faire simple, cette cohérence quantique, elle représente donc le champ d'étude fascinant à l'intersection de la mécanique quantique et de la théorie de la relativité. Donc c'est quand même quelque chose qu'on arrive quand même à appréhender, à toucher un petit peu du bout des doigts, mais qui n'est pas encore
possible pour l'instant, puisque la technologie n'est pas encore au point et créée, tout simplement. Et cette approche, en fait, elle suggère que les phénomènes quantiques, donc tels que l'entrelacement et la cohérence, pourraient être exploités pour renforcer et maintenir la structure d'une bulle warp. Donc ça, là, vraiment, on parle de domaines quantiques qui sont très intrigants et qui me fascinent, mais que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et du coup, en gros, voilà, le fait de gérer en fait cet entrelacement et de cette cohérence quantique, eh bien, cela pourrait permettre donc du coup d'exploiter correctement cette fameuse forme de cette bulle warp. Vous voyez? Et du coup, en améliorant cette technique-là, ça améliorera en fait la stabilité pour le voyage supraluminique. Donc on a un principe de résonance quantique qu'il faut prendre en compte, parce que la résonance quantique, en fait, elle se réfère à la capacité donc des systèmes quantiques à osciller en fait en phase sous certaines conditions spécifiques, et ça amplifie en fait des effets particuliers. Donc dans le contexte d'une bulle warp, il y a cette résonance qui pourrait être utilisée pour synchroniser les fluctuations de l'espace-temps avec une fréquence qui est stable et qu'on peut maîtriser et gérer, et qui va aider à maintenir une forme cohérente de cette bulle warp et la stabilité de cette bulle warp malgré les turbulences externes ou internes. Donc à l'intérieur, je pense qu'il y aura moins de problèmes, mais à l'extérieur, par contre, si on commence à rencontrer une étoile ou une planète ou une nébuleuse ou n'importe quoi, ça peut être compliqué pour la stabilisation de cette bulle warp, puisqu'il va y avoir des perturbations extérieures. Et la résonance, en fait, elle pourrait théoriquement être ajustée d'ailleurs pour répondre à des perturbations spécifiques en fonction des éléments qu'on va rencontrer dans l'espace-temps et qui agissent comme un mécanisme de régulation automatique qu'on va utiliser donc grâce à l'IA de la structure de la bulle. On va parler maintenant de la cohérence quantique et de l'entrelacement. Ça aussi, ça mérite des épisodes suivants, mais on ne peut pas tout dire dans un épisode. La cohérence quantique, en fait, qui décrit l'état où il y a des particules et des champs qui restent en corrélation, en fait, de phase sur de longues périodes et de distance, eh bien, c'est un phénomène qui est au cœur, en fait, de technologies qui est émergentes, telles que l'informatique quantique et la cryptographie quantique. Et l'entrelacement, en fait, quantique, en particulier, il permet, en fait, à des particules de rester connectées de manière que l'état de l'une influence l'autre. Donc une particule est liée avec une autre, dans un espace différent. Et instantanément, peu importe la distance qui les sépare. Et ça, c'est véridique. Et du coup, donc appliqué à une bulle warp, la cohérence quantique, en fait, elle pourrait théoriquement permettre de verrouiller la géométrie de l'espace-temps à travers de grandes étendues de la bulle, et qui assure du coup que toute modification à un endroit serait immédiatement compensée dans une autre partie de la bulle pour préserver en fait sa forme globale et sa fonctionnalité. Vous voyez qu'on rentre vraiment dans le détail de la fonctionnalité de cette bulle et comment on pourrait la maintenir. Donc bien évidemment, comme d'habitude, on parle des défis et du potentiel de recherche. À chaque fois, j'aime bien scénariser ça comme ça. On a l'application de ces concepts quantiques, donc à la stabilisation du bulle warp, qui n'est pas encore sans défi, bien sûr, il y en a encore plein. Il s'agirait en fait de manipuler donc des propriétés quantiques à une échelle beaucoup plus grande que ce qui est actuellement réalisable, bien sûr, et de les maintenir sur des périodes prolongées, et puis à travers aussi les vastes étendues de l'espace-temps impliquées dans le voyage interstellaire. Et de plus, cette approche nécessite une intégration avancée de la théorie quantique avec la relativité générale. Et bien sûr, c'est un domaine de la physique qui est encore en plein développement et qui est rempli de questions non résolues. Et la recherche dans ce domaine, d'ailleurs, elle pourrait non seulement ouvrir la voie à des voyages spatials, bien sûr, révolutionnaires, mais aussi approfondir notre compréhension de l'univers à ces échelles les plus fondamentales. Il faut le dire comme ça. Donc, vous voyez que explorer en fait cette fameuse résonance et la fameuse cohérence quantique comme moyen de stabiliser une bulle warp,
C'est une idée en fait qui est prometteuse, en fait, qui repousse les frontières de la physique moderne. Et bien qu'elle soit largement théorique et à ce stade, bien sûr, ça reste toujours théorique, hein, tout ce que je vous raconte depuis le début dans les Warp Drive, eh bien ça incite quand même des recherches qui pourraient ultimement mener à des avancées significatives dans notre capacité à manipuler et à comprendre l'espace-temps. Et on va conclure cet épisode avec une belle conclusion, puisque cette quête pour stabiliser cette bulle warp de distorsion que je vous parle tant, bien qu'encore ancrée dans le domaine de la théorie et de la spéculation, elle défie audacieusement nos conceptions actuelles de la physique et propulse la science au-delà des frontières traditionnelles de la compréhension. Et ce voyage en fait intellectuel, il ne se contente pas de pousser les limites de la technologie moderne, il élargit également notre imagination collective et ça nous invite à envisager des possibilités autrefois reléguées au domaine de la science-fiction. Vous voyez ? Et les défis en fait qui sont à relever sont vraiment colossales. Hein. Ça implique des percées qui sont non seulement dans la manipulation de l'espace-temps, mais aussi dans notre utilisation de l'énergie exotique, qui n'est pas encore connue, et la maîtrise des phénomènes quantiques, qui est encore en pleine recherche, et la création aussi de technologies qui est capable de résister aux conditions les plus extrêmes de l'univers. Et chaque obstacle qui est surmonté, bien sûr, hein, et chaque découverte qui est réalisée sur ce chemin, eh ben, ça pourrait non seulement nous rapprocher d'une humanité, en fait, de l'ère du voyage interstellaire, de l'ère du voyage interstellaire, mais aussi de révolutionner d'autres domaines scientifiques et de production d'énergie et de télécommunications en passant par la médecine et puis au-delà, quoi. Donc vous voyez, en somme, l'étude de la stabilisation de cette bulle warp, c'est plus qu'une quête pour atteindre les étoiles, c'est le symbole même de notre persévérance intellectuelle et technique, et c'est un miroir qui reflète notre aspiration infinie à explorer l'inconnu. Et à mesure de cette recherche avancée, et qu'elle avance, eh bien ça pourrait non seulement débloquer les secrets du voyage spatial supraluminique, mais aussi peut-être plus encore, offrir de profondes réflexions sur notre place dans l'univers et les mystères qui restent à découvrir. Voilà, c'est un article qui, ma foi, est très condensé, avec beaucoup de technicité. Et il y a beaucoup de termes techniques qu'il va falloir prendre en compte. Oui, il va falloir revenir un petit peu en arrière dans les anciens épisodes pour revoir certains termes. Certains que je vous rappelle au fur et à mesure des épisodes, je vous en rappelle quelques-uns, mais il y en a certains que certainement que je ne pourrais pas répéter. Il y a tellement de choses à dire, vous savez. Bref, on a parcouru un petit peu, on va dire, tous ces mécanismes en fait théoriques pour cette stabilisation, et vous avez vu que on a quand même voyagé pas mal de fois sur des défis technologiques et énergétiques. On a expliqué un petit peu pas mal de choses sur ces choses-là, sur ces domaines-là. Et pour les prochains épisodes, vous allez voir qu'on va avoir un peu plus de technicité aussi, je le pense aussi, puisque je ne l'ai pas encore tout à fait fini, mais d'après ce que j'ai vu, on est quand même pas mal condensé. Et vous avez l'épisode sur les trous noirs qui arrive. Vous avez 2 épisodes spéciaux aussi qui arrivent, que j'ai créé pour un abonné. On me l'a suggéré. Ça s'appelle le cycle d'élévation de David Brun, ou je ne sais pas comment on dit, désolé si j'ai écorché son nom, et sur lequel j'ai travaillé un peu dessus, et vous allez voir que c'est un épisode qui va être pas mal condensé aussi, qui va être pas mal. Et je parlerai aussi du programme Conscience de Frank Herbert. Alors Frank Herbert, bien sûr tout le monde connaît sur ma chaîne normalement, puisque je parle de Dune très souvent. Et Dune, en fait, effectivement, c'est un modèle pour moi, pour l'écriture de mon livre. Donc voilà, je lui ai préparé pour lui ces 2 petits épisodes, ça va être sympa. Et on continuera aussi, bien sûr, sur le développement technologique de la médecine et de la santé. La série que je vous ai créée il n'y a pas très longtemps,
qui est bientôt fini d'ailleurs, mais bon, ça méritait quand même de passer un peu de temps dessus, et que je vous encourage à voir. Vous allez voir que c'est passionnant, surtout si vous intéressez à la médecine. Bref, voilà. En tout cas, la vidéo est finie. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.